Non, je suis directrice transformation métier et RSE au niveau du groupe. Et en fait, mon job au sein du COMEX consiste tout simplement à anticiper et accompagner les évolutions de nos métiers au regard des grandes transitions, en faire des sources de création de valeur et sans perdre l'ancrage fort dans ce qui fait notre identité, donc nos valeurs. Alors d'abord, après cette magnifique présentation, je crois qu'on aura du mal à... Bon, on va redescendre un peu sur Terre, voilà. Dans un autre monde, exactement. Alors quelques mots sur Aegis, parce que Aegis n'est pas forcément connu. Nous sommes un groupe de conseil, d'ingénierie et aussi un opérateur de services principalement dans la mobilité, qui fait appel effectivement à l'énergie, mais notre cœur c'est plutôt transport, infrastructure, aménagement du territoire. Avec une présence, nous sommes présents donc un peu sur tous les domaines de la construction qui vont du bâtiment, l'aménagement du territoire, les grandes infrastructures de transport. Une présence mondiale, nous avons plus de 60% de notre activité désormais à l'international. Nous sommes 15 000, donc une très très grande diversité, donc un monde d'ingénieurs, avec quand même une particularité, c'est que depuis quelques années, et encore renforcé récemment, un engagement très fort sur le développement durable, et en particulier la trajectoire 1,5 degré. Alors, au travers, bien sûr, déjà de notre comportement, de façon de travailler, de limiter les déplacements, par exemple, mais aussi au travers des projets pour nos clients qu'on va de toute façon, à chaque fois, essayer d'impulser de façon à et de concevoir de façon justement à limiter l'impact sur les émissions de gaz carbonique. Alors des projets très variés. Alors la difficulté, c'est pas une difficulté, vous allez voir, ça va être un atout. C'est que pour nous, ingénieristes de la construction de projets, c'est que chaque projet est unique. Alors il y a quelques années, lorsque j'ai pris ce poste de directeur d'innovation, lorsque j'interrogeais les chefs de projet, ils ont parlé d'innovation, ils me disaient mais moi je fais de l'innovation tous les jours. Mon projet, pour mon client, il me demande des choses, il faut que j'optimise, que je réduise les coûts, j'innove. Oui, mais et après on recommence à chaque fois. Donc la démarche qu'on a entreprise justement, c'est de dire cette valeur qu'on apporte à nos clients, si on a gardé une petite partie et si nous on l'exploitait. Pour développer de nouvelles offres, justement, pour les clients. Donc, pas seulement capitaliser sur nos méthodes d'ingénieurs, parce qu'on est reconnu, effectivement, sur notre excellence technique, mais aussi prendre une partie de cette valeur et de se dire, avec ça, on peut faire autre chose. Et on va l'expliquer, on va le présenter avec les deux exemples que je vais présenter, que Martine va vous présenter. Donc, on a lancé une démarche un peu de type Open Innovation pour nous développer sur le marché avec de nouvelles offres. Alors, un premier exemple qui me permet d'ailleurs de peu rebondir sur la présentation des JO de ce matin. Effectivement, premier exemple, nos équipes qui travaillaient sur la candidature justement des JO se posaient la question du réemploi des bâtiments pour les équipes olympiques. Et puis, on va construire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, effectivement, une première idée, c'était un projet qui s'appelle Reverse, qui est effectivement de concevoir des bâtiments de façon à ce qu'ils puissent être facilement réutilisables. Mais tout n'est pas réutilisable dans ces bâtiments. Donc, notre idée, c'est de dire, on a des matériaux nobles, des matériaux de construction, d'ailleurs, qui vont être choisis pour être le moins émissifs possible, comme vous l'a expliqué ce matin. Mais ces matériaux, une fois qu'on va transformer, le village olympique va être abandonné, on peut peut-être les réutiliser. Donc c'est des jeunes qui sont venus nous voir en nous disant voilà, j'ai une idée, on va créer une place de marché, on va créer le bon coin des matériaux. Alors le bon coin des matériaux, ça nous a fait un petit peu sourire au départ, mais... En fait, les jeunes, ils nous ont dit le mythique des matériaux, oui, quand ils sont venus nous voir. Le mythique, bon, après on entend ce mot bon coin, parce que c'est plutôt des matériaux. Voilà, c'est vrai. On a dit... face à cette proposition, on a dit mais comment faire? Parce qu'on a le savoir, on sait les matériaux qui sont utilisés, et on va créer effectivement cette plateforme de marché, on va créer une plateforme. Donc on a incubé ce projet, on a fait le développement d'un prototype, d'un POC, et puis après c'est parti assez vite, on a trouvé des financements, on s'est allié avec un partenaire qu'on connaît bien parce qu'on est de la même famille, qui est ICAD. Donc on a créé cette société Cycle Up il y a un peu plus d'un an, 50-50 Aegis ICAD.
avec aujourd'hui, c'est une équipe de 10 personnes. Et on ne se contente pas. Alors, déjà en termes d'activité, au tout début, on avait une transaction par mois. Au bout de 6 mois, on avait 6 transactions. Bon, c'était un petit peu préoccupant. Voilà. Puis les choses sont accélérées. Le deuxième trimestre, on est passé à une transaction par semaine. Et puis aujourd'hui, depuis 2019, on a une transaction par jour. Ce qui fait qu'on a réalisé donc une cinquantaine de ventes sur 1700 produits échangés, près de 300 tonnes de CO2 économisées. C'est ça qui est important. On a une économie effectivement en termes de coûts pour la construction, mais aussi une économie en termes de réduction des émissions. Alors si on se met sur le bâtiment, aujourd'hui c'est 39 millions de tonnes de déchets. Alors je dis déchets dans lesquels justement il y a du potentiel pour de leur réemploi. Donc c'est tout l'objectif de Cycle Up. Donc aujourd'hui, on a audité. Alors effectivement, les transactions, c'est pas seulement le bon coin entre particuliers. Ces transactions, on les accompagne. On les accompagne par notre savoir-faire, donc par l'audit des matériaux, par l'audit des bâtiments qui vont être déconstruits. Et ensuite, on apporte un service, on garantit par les assurances, mais aussi par la certification, que les matériaux sont réellement réutilisables, réemployables, dans de bonnes conditions. On s'occupe aussi de la logistique, de trouver le transport. Et puis surtout, on s'occupe aussi du démontage, c'est-à-dire on emploie des entreprises, des sociétés d'insertion sociale et solidaire, justement, pour faire ce démontage et je vais dire emballage, pour préparer le transport. Voilà, donc c'est vraiment pour nous un bel exemple de modification, déjà de déplacement sur la chaîne de valeur, de partir de l'ingénierie. On ne s'attendait pas forcément, lorsqu'on a vu le titre de cette session sur industrie, entre ingénierie de projet, de construction et industrie, il y a un pas. Ben non, on est dans le monde industriel puisque on permet d'échanger, de négocier sur l'économie circulaire. Alors un deuxième exemple, et là je vais passer la parole à Martine. Alors pour le deuxième exemple, on n'a pas résisté à l'envie avec Martial dans ce lieu, de la Maison des Océans, de partager avec vous une de nos solutions pour la protection de la biodiversité marine. Alors, je n'ai pas de film, donc je vais vous demander de faire appel à votre imaginaire. Vous allez chausser vos palmes, vous allez mettre votre tuba, et donc je vais vous emmener sous la mer, le long des côtes méditerranéennes. Donc, quand on voit cette photo, donc ce n'est pas la dernière création d'un sculpteur fabuleux. Il s'agit d'un éco-récif imprimé en 3D. Et cet éco-récif, en fait, il reproduit un des milieux naturels les plus riches de la Méditerranée, qui est le coralligène. Donc le coralligène, c'est un écosystème rocheux de nature biogénique et qui est actuellement le long de nos côtes complètement dégradé. Il faut savoir que cet écosystème met plusieurs centaines d'années à se recréer. Et donc, cet éco-récif artificiel, c'est quelque part un abri, un habitat de substitution qui va permettre la recolonisation donc, des espèces. Ça semble assez simple, comme ça. En fait, c'est extrêmement sophistiqué dans le design, puisque le design dépend des flux, dépend des espèces, que l'on veut effectivement faciliter la reproduction. Sur cet éco-récif, en fait, ce que vous pouvez remarquer, c'est la complexité quand même architecturale. Et jusqu'alors, nous faisions des éco-récifs avec des parois moulées classiques. Et avec les parois moulées classiques, on atteint vite les limites. Et on ne peut pas avoir cette finesse, et notamment dans la microporosité, qui va accélérer donc cette biodiversité. Alors on ne l'a pas fait tout seul, donc c'est effectivement porté par une de nos startups qui porte le nom de Seaboost. Nous nous sommes associés aussi avec une autre start-up qui s'appelle Xtree. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous la connaissent puisqu'elle est spécialisée dans la fabrication additive de grandes dimensions. Et puis aussi, nous avons eu des partenaires industriels, notamment la société Vicat, pour l'encre
de béton, et vous vous doutez bien aussi qu'il y a une formulation bien spécifique sur ce béton. Alors, notre actualité là-dessus, c'est qu'il y a une quinzaine de jours, nous avons immergé 32 de ces récifs. 32 de ces récifs au large de la ville d'Agde. Chacun de ces modules, il faut bien avoir conscience, c'est quand même 1,5 tonne. Et ce qu'il faut voir, c'est au-delà de leur fonction de restauration de la biodiversité marine, c'est qu'ils ont aussi une fonction propre. Et en l'occurrence, pour la ville d'Agde, cela consistait à remplir la fonction de corps mort pour les bouées. Vous savez, il y a les bandes côtières avec la 300 mètres qui sépare la fameuse zone de baignade et de la zone de navigation, avec ces bouées et le trio infernal des chaînes rouillées, des pneus et du béton. Et donc là, c'est remplacé effectivement par ces éco-récifs. En fait, c'est tout à fait inédit, hein. C'est une première mondiale. Donc là, vous avez un exemple sur des modules individuels et bien entendu sur toute la conception de nos ouvrages maritimes, donc les quais, les digues, les pontons, les éco-cavaliers qui permettent aussi de maintenir les canalisations sous-marines de gaz dans la profondeur. Également, nous les pensons au niveau de la conception de façon qu'au-delà de leur fonction technique première, ils puissent aussi accueillir la vie marine. Alors, derrière tout ça, et comme dans toutes les innovations, il y a aussi une aventure humaine. Et tout ceci, ça a commencé il y a plus de 12 ans, avec un de nos ingénieurs qui était passionné de plongée. Et ça lui fendait le cœur de voir l'état de nos côtes. Et donc, il a décidé d'agir, et donc il a fait une thèse sur les écorécifs. Ensuite, nous avons mené des travaux de R&D. Et il y a maintenant donc un peu plus de 5 ans, on a donc créé cette start-up pour la conception, mais aussi la fabrication et l'immersion de ces éco-récifs. Alors voilà, donc 2 exemples concrets, 2 solutions concrètes, et nous sommes bien déterminés à poursuivre nos efforts d'innovation dans ce type de solutions, et au-delà même de poursuivre, de les accélérer. Donc je profite de cette tribune pour partager avec vous quelque chose qui personnellement m'a vraiment marqué. La semaine dernière, nous avions notre convention annuelle de dirigeants, donc les 500 cadres de direction, tout pays confondu, réunis. Et la convention, effectivement, s'est ouverte sur le témoignage de jeunes étudiants pour le manifeste pour le réveil écologique. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau parce que traditionnellement, dans notre société, c'est notre PDG qui fait l'introduction, etc. C'était très percutant, ça interpelle, ça bouscule, même les plus engagés d'entre nous. Ça nous met devant nos responsabilités de dirigeants et ça nous incite, même si on fait des choses, de faire encore plus et de le faire plus rapidement au regard de l'urgence climatique. Cette convention était aussi particulière puisque notre PDG présentait les grands axes stratégiques à l'horizon 2025. Donc on a 2 grandes orientations stratégiques pour notre groupe, qui sont les transports de demain, la mobilité du futur et la construction de la ville durable. Et ce qu'il faut voir, et ça aussi c'est une première, c'est que les clés de voûte de ces 2 axes de développement sont le climat et le numérique. Et c'est la première fois que c'est aussi, de façon aussi clairement inscrit dans notre stratégie. Et aujourd'hui, et je terminerai par cela, notre challenge, c'est de pouvoir adresser ces 2 enjeux, que sont le climat et le numérique, de façon cohérente. Parce qu'effectivement, tous les enjeux sont interconnectés. Il n'y a pas la politique climat d'un côté et la révolution numérique de l'autre. Avec le numérique, nous sommes devant un paradoxe, à savoir que les nouvelles technologies nous permettent de mieux appréhender la complexité des enjeux auxquels nous sommes confrontés et donc d'y apporter des solutions concrètes, opérationnelles.
Et pour autant, le numérique a un fort impact environnemental. Et donc ça, on ne le perd pas de vue. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes et nous serons toujours très attentifs également à maîtriser l'intensité carbone de nos développements numériques. Et donc nous, dans nos métiers, dans l'innovation, on parle beaucoup de smart. Alors tout est smart quelque chose, nos solutions, le smart city, smart mobilité, les smart grid, etc. Et donc on s'est donné aussi notre propre définition, notre propre marque de fabrique de l'approche de toutes ces solutions dites smart, à savoir être smart. Pour nous, les ingénieurs, c'est effectivement apporter plus d'intelligence, plus de connectivité, plus d'inclusion, mais aussi plus de sobriété et d'ancrage dans le temps long. Merci.